sujet, ça va être assurer le maintien de la performance énergétique une fois les travaux réalisés. Voilà. Finalement, on a déroulé tous les travaux et vous parlerez également différentes options qu'il peut y avoir pour la copropriété. Pour l'optimisation du contrat de chauffage. Voilà. Merci. Du coup, dans une première partie, succinctement, je vais présenter le groupe et la société ESIC, et puis je laisserai la parole à Franck Hennick, qui est responsable suivi d'exploitation chez nous et qui détaillera bien l'optimisation du contrat de chauffage. Alors, on est encore nombreux, juste Paul, si vous permettez. Finalement, il y a 73 participants, donc c'est merveilleux, et merci au public de participer à cette conférence. Vous l'avez d'ailleurs le nombre en bas, je vous mens pas, vous pourrez le regarder. Je vous laisse dérouler la présentation. Parfait. Alors, qui sommes-nous? ESIC appartient au groupe Nepsen. Nepsen, c'est 15 agences en France qui travaillent sur la transition énergétique et environnementale à l'échelle des bâtiments et des quartiers, avec un axe majeur qui porte sur la rénovation énergétique. Alors, nous sommes bureau d'études maître d'œuvre en rénovation énergétique, et ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes experts de l'optimisation énergétique du patrimoine immobilier, d'où l'intérêt pour l'optimisation des contrats de chauffage. On travaille sur un spectre assez large de missions qui vont de l'audit, du diagnostic, des études, en passant par la maîtrise d'œuvre et le suivi d'exploitation, sujet numéro 1 ce jour pour nous, avec un détail que vous avez à l'écran des différentes missions possibles. Et pour finir, en Ile-de-France, nous sommes 3 agences, 30 collaborateurs, Pasio, ESIC et Secanes, pour couvrir l'ensemble du territoire Ile-de-France. Donc, je fais une présentation succincte, mais je laisse la parole à Franck Hennick pour le sujet du jour, qui est l'optimisation du contrat de chauffage. Et je vous remercie. Voilà, merci Paul. Et voilà, on vous voit bien. Bonjour à tous, donc Franck Hennick, je m'occupe du suivi, comme le disait Paul. On a choisi de vous présenter les différentes formes que vous pouvez trouver au niveau des contrats de chauffage. Donc, une fois les travaux terminés, ce que vous pouvez faire dans le cadre des contrats, c'est prendre des contrats P1, P2, P3, P4, avec des variantes en P5 et P6. Donc, tout ça, c'est un petit peu pompeux. Le P1, comme c'est notifié sur la fiche, c'est la fourniture de l'énergie effectuée par l'intermédiaire de l'exploitant de chauffage. Le P2, c'est ce qu'on appelle l'entretien et la maintenance avec le technicien qui s'occupe des installations. Le P3, c'est la garantie dans le cadre de certains marchés. Il y a des copropriétés, notamment des grosses copropriétés, qui veulent éviter de courir les risques. Et c'est l'exploitant de chauffage qui prend en charge les matériels qui sont à entretenir en chaufferie, et avec des fois des extensions sur les réseaux secondaires, et ça peut aller jusqu'au radiateur et robinet de radiateur pour certaines copropriétés qui veulent une offre globale. Après, au niveau des travaux, ça peut être financé dans le cadre d'un P4 pour des gros travaux sur des résidences assez importantes. Le P4 en général est lié au P1 puisqu'il faut assurer un certain chiffre d'affaires. On ne peut pas faire du P4 sans avoir l'achat d'énergie par l'exploitant. Et après, ce qu'on appelle le P5 et le P6, c'est les travaux de moyenne et petite importance, notamment sur des remplacements de radiateurs, quand ce n'est pas inclus dans le P3. Voilà. Paul, on peut passer suivant. Donc après, vous avez différents types de marchés, donc MF, MT, MC, CP, PF, tout ça, c'est des termes qu'on peut. Je vous laisse un petit peu regarder les différentes formes que ça peut prendre. Tous ces types de marchés, ces 5 types de marchés peuvent être mis en place avec des intéressements. C'est un petit peu le but pour l'ensemble des copropriétés. Nous, en général, il n'y a pas de marché sans intéressement, parce que c'est intéressant pour l'exploitant, mais principalement, ce qui nous intéresse, nous, on est là pour défendre les copropriétés. Donc, pour l'ensemble des copropriétés, c'est des marchés en général qui sont, si vous prenez le dernier, un PFI, vous gardez le gaz, l'exploitant, enfin, la copropriété garde l'achat du gaz, mais fait un intéressement sur les économies réalisées par rapport à une cible. Alors, l'éternel souci, c'est de bien déterminer cette cible. Donc, voilà, c'est…
Voilà. Donc, l'intéressement, il est basé sur une consommation, ce qu'on appelle une consommation de base. Donc, c'est le nombre de bases. Il faut un certain nombre de kilowattheures ou de mégawattheures à l'année pour assurer le chauffage sur la copropriété. Donc, en général, on prend les 3 dernières années de consommation sur lequel on vient ramener toujours le ratio degré-jour et on établit une clause d'intéressement qui permet, c'est en train je sais pas, il y a un truc. Ce qui permet à la copropriété de faire des économies et de rémunérer l'exploitant pour la justesse de ses réglages tout au long de la saison de chauffe. Voilà. Après, dans les intéressements, on peut mettre des réduits de nuit. Tout ça, c'est ramené toujours par rapport au nombre de bases. On recalcule ces éléments par rapport aux indices et aux recommandations qu'on prend auprès des utilisateurs. Voilà. Tout ça, c'est toujours le NB est toujours au ratio du nombre de degrés jour sur la saison de chauffe. Voilà. Donc après, vous avez tous les paramètres où on vous indique les températures extérieures, le régime intérieur de jour, le régime intérieur de nuit, les horaires d'application, et puis on détermine la saison de chauffe, ce qui permet d'être en relation avec le nombre de degrés jour et la valeur de base théorique. Et puis on indique aussi les températures de départ d'eau chaude sanitaire si il y a de l'eau chaude sanitaire au niveau de la chaufferie collective. Voilà. Après, on vous a pris un exemple sur une copropriété, sur une résidence qui est à Chelles, où on avait un client qui payait très peu cher sur son terme P2, P3 et P3'. Donc le P2, c'est l'entretien, le P3, c'est la garantie totale, et le P3', c'était les investissements. Alors on s'est rendu compte, on se rend compte par rapport à notre petit graphique, que un client qui payait très peu cher n'était pas spécialement très satisfait des résultats. Donc, au fil du temps, il s'est rendu compte, par l'intermédiaire de son conseil syndical, que pas payer bien cher, ça ramenait pas spécialement beaucoup d'intérêt pour la copropriété. Donc, vous voyez, en 2017, les prix étaient très bas sur l'ensemble des postes. 2018, c'est la même chose. 2019, c'était encore pareil. Et au bout de 3 ans, on s'est réunis autour d'une table, le conseil syndical et moi-même, et on a établi un nouveau marché où là, on a vraiment pris des gens qui avaient envie de travailler et qui font actuellement le travail. Parce qu'en fait, c'était un marché où on avait mis un marché de 8 ans sur lequel il y avait une clause libératoire de l'exploitant en cas où le client n'était pas satisfait. Donc, tous les ans, n'étant pas satisfait, il a changé d'exploitant. Donc, on a changé 4 fois d'exploitant. Et maintenant qu'on a un prix correct au niveau du P2 et avec des remplacements faits dans le cadre du P3 sur les pieds de colonne chauffage et eau chaude, au bout de 3 mois, le client nous a fait un retour où il est pleinement satisfait par rapport à l'entretien de la chaufferie, l'entretien des réseaux secondaires et le remplacement des vannes de pied de colonne. Sur 3 mois, ils ont déjà changé 7 vannes de pied de colonne, alors qu'avant, en 4 ans, ils n'avaient pas changé 8 vannes de pied de colonne sur l'ensemble des 4 années. Donc ça montre que payer le juste prix, ça permet aussi d'avoir un travail juste et réalisé correctement, où c'est pas le jeu du chat et de la souris, où les gens payent mais ils savent pas trop ce qu'ils payent et en fait ils n'ont pas grand chose. Ouais. Votre propos, Franck, c'est de dire finalement quand on paye pas assez en 2017, voilà, on n'a pas de service. Exactement. En fait, ce qui se passe actuellement dans le monde de l'exploitation de chauffage, c'est que les gens croyant faire baisser les prix en faisant de la mise en concurrence, sont persuadés qu'en payant moins cher, ils vont avoir le même résultat. Sauf qu'à bout d'un moment, quand vous payez trop peu cher, les sociétés répondent à votre demande et vous font des prix P2 qui sont très bas en prix, sauf que maintenant, le technicien ne peut plus venir sur la résidence la société n'est pas assez rémunérée au niveau de l'ensemble de son contrat de chauffage. Je comprends. Voilà.
Donc, la tendance actuelle, comme on voit sur sur tout un tas de parts de marché, et notamment le chauffage, c'est que les gens veulent payer de moins en moins cher, mais ils voudraient avoir de plus en plus de services. Et ça, au niveau de l'entretien des chaufferies, ça devient un petit peu compliqué. Il faut bien comprendre que si vous ne payez pas quelqu'un pour venir dans votre chaufferie, si vous payez à moitié prix, il va venir 2 fois moins. Ce qui est à peu près logique économiquement pour une entreprise. Voilà. Et puis après, voilà, après, on vous a mis. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des appels à concurrence sur des offres gaz. Donc là, je passe succinctement là-dessus. C'est une partie de nos activités. Mais bon, on voit quand même que c'est quand même intéressant par rapport à ce qu'on peut faire dans nos missions. Ensuite, je vous ai mis, ça c'est la rénovation d'une chaufferie qu'on a fait il y a quelques temps, où les gains, à la base, vous aviez une chaufferie qui était en très mauvais état, on a rénové et le retour sur investissement va se faire sur moins de 5 ans. En fait, le financement dans le cadre du P4 permet de rénover la chaufferie et par les gains qu'on fait avec les nouvelles chaudières à condensation, la rénovation est payée par les gains énergétiques sur les économies de gaz. Donc, ce n'est pas parce que c'est des gros montants. Là, on était sur des opérations qui étaient à, je crois, 250 000, un peu plus de 250 000 euros. Si vous lissez ça sur 8 ou 10 ans, ça permet de rénover votre chaufferie, de toute façon, qui était en très, très mauvais état. Il y avait une des 2 chaudières qui était percée et la deuxième était réparée tous les 15 jours. Donc, à un moment, ça devenait plus trop vivable pour la copropriété de 350 logements. Il y avait beaucoup de C2E, de certificats d'économie d'énergie. Les aides sont importantes sur un projet portuaire. Sur les certificats d'économie, ça permet de minimiser la part des travaux. Avec les certificats, on fait baisser le seuil le retour d'investissement assez fortement. Vous vous souvenez du montant des certificats d'économie d'énergie sur ce projet? Sur celui-là, je croyais qu'on a, je sais plus si on n'a pas eu soit 60 ou 70 000 euros. D'accord, oui, non, Sur une opération qu'on vient de faire sur 950 logements à Rosny-sous-Bois, on va réaliser 700 000 euros de travaux avec 480 000 euros de C2E. Ah oui. Il reste une petite part à financer. Alors, bon, plus la résidence est importante, plus les C2E sont conséquents. Donc, voilà. Mais bon, là, sur Vitry, c'est quand même, le résultat est quand même pas grand. On arrive à financer les remplacements de chaudière par l'intermédiaire de la pointe C2E et puis la baisse des consommations de gaz. Très bien. Voilà. Vous avez une autre diapo? Oui, après on vous a mis l'évolution des choses, de ce que ça peut faire, ce que ça faisait précédemment. On a quelques questions, Benjamin, là, du public. Il y a eu une réaction d'Elisabeth par rapport au P4. Alors, c'est vrai que de ce côté, l'ARC a mis un peu en garde les copropriétaires vis-à-vis de ce type de contrat. Est-ce que c'est une activité qui est… alors, la question exacte, c'est oui, est-ce que c'est interdit ou pas? Non, ce n'est pas interdit. La facilité d'un P4, c'est que ça peut être voté en Assemblée générale. Pour démystifier le terme P4, c'est en fait l'exploitant de chauffage qui va chez le banquier faire un prêt et qui globalise pour la copropriété. Donc, c'est des prêts qui sont aux alentours d'un peu plus de 3%. Ça évite à chaque copropriétaire d'aller voir et de faire un financement particulier. Après, vous avez toujours le crédit foncier maintenant qui a été remplacé par la caisse d'épargne,
Mais sinon, dans l'optique, ça permet de financer les travaux quand la copropriété n'a pas de fonds travaux importants. Il est évident qu'il faut mieux financer ces travaux s'ils ont des fonds travaux qui sont corrects et conséquents, plutôt que de se faire financer par la banque du chauffagiste, hein, bien évidemment. Mais bon, quand vous n'avez pas d'argent sur un compte de travaux pour rénover votre chaufferie, il y a un moment, il faut trouver une solution. Quand vous voyez la chaufferie qu'on avait à Vitry, ça devenait compliqué de faire tourner les installations dans les 5 ans à venir. Donc, à un moment, il a fallu trouver des solutions. C'est quoi le pourcentage de copropriétés qui utilisent un P4? Il y en a beaucoup? Bon, moi, je pense qu'il y a plus de 60-70% des gens qui optent pour cette solution parce que il y a beaucoup de copropriétés qui arrivent à financer leurs travaux. Nous, on en a qui financent leurs travaux, mais qui font ça depuis une vingtaine d'années, 20 ou 30 ans. Le souci, c'est que bon nombre de copropriétés sont parfois, bien souvent, en difficulté financière et hormis ce mode de financement, ils n'ont pas d'autre choix que de passer par un P4. Ok. Benjamin, une autre question? Oui. Quel budget d'entretien faut-il prévoir pour la chaufferie? Alors, c'est un peu ce que je vous ai présenté précédemment. Le budget, il n'y a pas spécialement de budget. Après, il faut voir au niveau de la prestation ce que les gens recherchent, s'ils veulent faire qu'un entretien au niveau de la chaufferie ou s'ils veulent étendre sur les circuits secondaires avec les 22 pieds de colonne, chauffage et eau chaude, et s'ils veulent aller jusqu'au radiateur, convecteur, panneau de sol et réglage des organes terminaux. Mais si on veut imaginons que je veux la totale. Il n'y a pas spécialement de prix. Après, il faut faire des petites mises en concurrence des gens. Vous présentez sur le secteur d'activité et sur le secteur géographique. Ok, mais c'est normal. Hein, on essaie de vous brancher sur les tarifs. C'est toujours impossible d'afficher des tarifs quand il n'y a pas d'études qui sont faites. Et merci de ne pas répondre d'ailleurs. Benjamin, une autre question? Une dernière question. Est-il intéressant d'installer des dispositifs de suivi en temps réel de la consommation? Oui, c'est intéressant. La difficulté de ces choses-là, c'est qu'après, derrière, il faut des gens chez les exploitants qui sont en mesure d'interpréter. Alors ça, en général, ils les ont. Après, faire évoluer les systèmes de télégestion, c'est pas toujours suivi des faits sur bon nombre d'installations. En général, on vous présente un projet, le directeur commercial qui vient décrocher le marché vous vend monts et merveilles. Le souci, c'est qu'après, dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours réalisé et abouti de manière définitive. Et puis après, dans l'évolution, une télégestion, c'est quelque chose qui vit, donc qui évolue et dont il faut modifier à certains points. Donc ça, ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Faut être persévérant au sein des copropriétés pour que ça soit suivi des faits et que les gens de l'autre côté qui s'occupent de télégestion dans bon nombre de sociétés soient en mesure d'avoir le temps de le réaliser. C'est un très bel outil, mais il faut que ça soit un outil qui vive. Et ça, c'est pas toujours simple. Peut-être Benjamin, il y a une autre question. On en prend une dernière juste pour se faire plaisir. C'est sur l'IFC, non? Voilà, c'est sur l'individualisation des frais de chauffage qui est censé devenir obligatoire. Hein, ça, c'est la question. Oui. Et quelles solutions proposez-vous? Alors, au niveau des compteurs de chaleur, moi, je ne suis pas contre. Au niveau des répartiteurs de chaleur, pour moi, c'est une hérésie technique. C'est-à-dire, quand vous voulez compter la chaleur, il faut que vous ayez un débit et une différence de température entre le départ et le retour. Le souci sur des répartiteurs de chaleur, c'est que vous avez un répartiteur, c'est une pastille sur laquelle vous venez apposer le radiateur. Vous n'avez aucun débit sur la pastille qui rentre dans la pastille puisque c'est sur une température de surface de contact qui est prise en compte et vous n'avez encore moins de différence de débit entre le départ et le retour de votre radiateur.
Après, comme le démontre un confrère, vous avez un rapport qui a été fait par Enertech. C'est des gens qui sont dans la Drôme, qui ont fait une étude sur les répartiteurs de chaleur. Donc, c'est quelque chose qui est facile à lire. Ça fait, je crois, 17 ou 18 pages, qui est assez simple de compréhension. Il n'y a pas besoin d'être thermicien pour comprendre cette note. Mais ça explique clairement que des répartiteurs de chaleur, ça ne sert pas à grand-chose, sinon à vous prendre de la location pendant 10 ans par des gens comme ISTA et OCA et ProxyServe, enfin tous ces gens qui vous font de la location de comptage. Ok, ça mérite d'être clair. Après, voilà. nous, au niveau des copropriétés qu'on suit, on leur fait des calculs de seuil de rentabilité. D'après le décret du mémoire du 6 septembre, ils nous demandent maintenant d'actualiser le seuil de retour de rentabilité sur les répartiteurs et sur les compteurs de chaleur. Donc, okay. On avait juste un terme qui disait qu'il fallait que ça soit économiquement viable. Maintenant, on a un calcul théorique et pratique à mettre en œuvre dans la note de calcul. Ce qui vient de sortir au mois de septembre 2019. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, on vous remercie à tous les deux, Paul Adam, responsable d'agence SIC, pardon, j'allais dire Nepsen, mais du groupe Nepsen, Franck Hennig, vous êtes ingénieur conseil. Merci pour ces propos. Je rappelle que les présentations